Imaginons un instant, juste un instant, une scène très matinale. Ah, le fameux réveil difficile. C'est ça. Il est, disons, 6h30 du matin. La sonnerie retentit, un cadre supérieur ouvre à peine les yeux, le visage encore complètement froissé par le sommeil. On visualise très bien la scène. Et son tout premier réflexe, c'est d'attraper machinalement le téléphone qui est posé là, sur la table de chevet. Immédiatement, le pouce commence à scroller. Avant même de se lever, ouais. Exactement. 20 courriels marqués d'un drapeau rouge urgent, les notifications des messageries professionnelles qui s'empilent, les actualités mondiales en continu. C'est l'avalanche. Voilà. Et avant même que ce cadre n'ait pu poser un pied par terre, ou même avaler une première gorgée de café, son cerveau a déjà dû traiter et ingérer une quantité d'informations supérieure à ce qu'un paysan du Moyen-Âge aurait absorbé durant toute son existence. C'est une statistique qui donne carrément le vertige quand on prend le temps de s'y arrêter. Toute une vie de données, de stress et d'urgence avalée en quelques minutes à peine, dans la pénombre d'une chambre à coucher. Et ça pose immédiatement le décor d'un conflit biologique majeur que nous vivons tous au quotidien. En fait, en faisant cela dès le réveil, nous exigeons de notre organisme qu'il réalise une prouesse métabolique et neurologique pour laquelle il n'a tout simplement pas été programmé. C'est exactement ça le problème de fond. Parce que si on regarde le matériel informatique que nous avons dans la boîte crânienne, notre cerveau d'Homo sapiens, L'ancien modèle, quoi. ouais, il a environ 300 000 ans. Son architecture de base n'a pas bougé d'un iota. Mais le monde numérique hyper connecté dans lequel nous évoluons aujourd'hui, avec ses sollicitations permanentes, il a quoi, 25 ans tout au plus? Oui, à peine. C'est une fraction infinitésimale de notre histoire évolutive. Pour faire simple, notre cerveau, il vit encore dans la savane ou dans la grotte. Il est conçu pour chasser, cueillir, repérer un danger physique immédiat, puis se reposer. Et aujourd'hui, il se retrouve bombardé par des notifications instantanées et des urgences algorithmiques qui, elles, ne s'arrêtent jamais. Bon, décortiquons tout ça. Avec grand plaisir. Car ce décalage évolutif, c'est vraiment le cœur du problème. Ça crée une surchauffe permanente du système nerveux. C'est la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On s'attaque à un ouvrage fascinant qui s'intitule « Arrêtez de vous épuiser ». Un excellent choix, écrit par Mathieu Poirot, qui est psychologue et docteur en gestion. Voilà. Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, ce n'est pas simplement de survoler la théorie du stress. Ah non, surtout pas. L'idée, c'est d'en extraire la moelle épinière, comprendre les mécanismes de notre fatigue et surtout, s'approprier un véritable plan d'action de 90 jours tiré du livre. Un plan pour maîtriser ce que l'auteur appelle la récupération psychologique, afin de prospérer dans ce monde professionnel qui nous draine. Alors, commençons par la base. Parce que, pour comprendre comment s'en sortir, il faut d'abord admettre que notre culture a tout faux, mais alors totalement faux sur la notion même de repos. Totalement. Le livre avance une idée qui, dans notre culture moderne de la performance, s'avère extrêmement provocatrice. Ah ouais, ça bouscule pas mal d'idées reçues. C'est le moins qu'on puisse dire. L'idée, c'est que la récupération n'est absolument pas une faiblesse. Ni un luxe. Exactement. Ce n'est pas un luxe qu'on s'accorde quand on a miraculeusement fini tout le reste, ce qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais. Ni une récompense pour avoir bien travaillé. La récupération, en fait, c'est une compétence proactive, c'est une stratégie biologique de haute performance. Et pourtant, dans notre société, le repos est devenu presque tabou. Il est subtilement ou parfois très directement associé à la paresse. Le présentéisme est roi, quoi. Absolument. Mais l'auteur nous invite à faire un pas de côté et à observer la nature. Prenons les grands prédateurs qu'on admire tant dans la culture d'entreprise pour leur efficacité redoutable. Genre les loups, les lions, les tigres. Voilà. Eh bien, ils passent entre 30% et 65% de leur temps à récupérer. C'est énorme quand on y pense. Un tigre ne chasse pas en continu du lundi au vendredi de 9h à 18h et la raison, elle est purement physiologique. On ne peut tout simplement pas chasser efficacement, ni même survivre, sans laisser aux muscles et au système nerveux le temps de reconstituer leurs réserves d'énergie. C'est fou. Parce qu'on observe un paradoxe flagrant dans le monde de l'entreprise. Les organisations modernes, elles agissent finalement comme des amateurs complets en essorant littéralement leurs équipes. Le mot amateur est très juste. Bah oui, si l'on regarde un domaine où la performance est vitale, comme le sport de haut niveau, Ah, les sportifs, eux, ils ont compris. depuis des décennies, les entraîneurs savent très bien que sans une phase de récupération extrêmement rigoureuse, la fibre musculaire se déchire. Et le cerveau, qui est quand même notre outil de travail principal, notre muscle cognitif en quelque sorte, il fonctionne exactement sur le même principe. C'est une excellente métaphore. Ça me rappelle une analogie du livre.
Le travailleur moderne ressemble un peu à un smartphone dont la batterie clignote en rouge, bloquée à 1%. Et on refuse de le brancher. C'est ça. Au lieu de le brancher au mur, on s'obstine à ouvrir des dizaines d'applications hyper gourmandes en énergie, genre la visioconférence, un tableur Excel hyper complexe, la messagerie sur le côté. Tout en même temps, bien sûr. Et après, on s'étonne que le système finisse par s'éteindre d'un coup avec un écran noir. C'est aberrant. Est-ce qu'on traite finalement notre propre biologie avec moins de soin que nos appareils électroniques? Ce qui est fascinant ici, c'est que la réponse est incontestablement oui. L'analogie du smartphone est parfaite pour illustrer ce que Mathieu Poirot appelle la surcharge. D'accord. Et pour filer cette métaphore, il faut comprendre que notre batterie interne ne se vide pas d'une seule et unique manière. En fait, elle subit l'assaut simultané de 3 charges distinctes. 3 charges, ok. Lesquelles? D'abord, il y a la charge quantitative. Ça, c'est le volume pur d'informations à traiter. La montagne de courriel, les réunions qui s'enchaînent, les heures à rallonge. C'est ça. Ensuite, la deuxième, c'est la charge cognitive. Ça, c'est la complexité de l'information. Gérer un dossier inédit ou résoudre un problème technique pointu, ça demande une activation cérébrale très intense. C'est ce qui nous donne l'impression d'avoir le cerveau qui fume en fin de journée. Exactement, parce que ça consomme une quantité astronomique de glucose dans le cerveau. Et enfin, et c'est souvent la plus sournoise, il y a la charge émotionnelle. Ah oui, celle-là, elle est invisible mais dévastatrice, comme dit le livre. Totalement. C'est l'effort que nécessite le fait de rester calme face à un client agressif, de masquer son anxiété lors d'une présentation ou simplement de gérer des conflits non dits entre collègues. Et j'imagine que ces 3 charges réunies, ça vide la batterie à une vitesse fulgurante. C'est le coup de grâce pour le système nerveux, oui. Alors, justement, puisque cette batterie se vide de 3 manières différentes, j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur la mécanique interne. Que se passe-t-il littéralement à l'intérieur de notre corps quand on refuse de le recharger? Il se passe des choses pas très jolies. Le livre introduit un concept médical très précis pour cartographier cette usure. Ça s'appelle la charge allostatique. Qu'est-ce que c'est exactement? La charge allostatique, pour faire vraiment simple, c'est le prix biologique que le corps paie pour s'adapter continuellement au stress. C'est une usure silencieuse. Silencieuse, donc on ne la sent pas venir. Pas au début, non. Face à un stress, notre cerveau déclenche une alarme. Il libère du cortisol et de l'adrénaline. Le fameux mode survie. Voilà. C'est très utile pour fuir un prédateur dans la savane. Mais si le stress est constant à cause des fameux courriels de 6h30 dont on parlait, le corps baigne littéralement en permanence dans ses hormones. Ce qui est toxique à la longue. Très toxique. L'auteur utilise une image très parlante. C'est comme un élastique qu'on garderait constamment étiré. Au début, si on le relâche, il reprend sa forme initiale. C'est ce qu'on appelle la résilience naturelle, non? Exactement. Mais si la tension devient permanente, les fibres à l'intérieur de l'élastique commencent à céder, une par une. Et l'élastique perd définitivement sa forme. Et ça ne se casse pas d'un seul coup, n'est-ce pas? Le livre décrit des étapes assez précises dans cette usure. Tout à fait. C'est un mécanisme de dégradation en 3 stades bien identifiés. D'abord, on a la phase de compensation. Ok, ça ressemble à quoi? L'organisme est fatigué, mais on masque l'alarme biologique. On force sur les tasses de café, on mange du sucre pour relancer la machine, on serre les dents. En gros, le corps tient le coup, mais à crédit. Un crédit avec des intérêts très élevés. Ah ça oui. Ensuite vient la phase de décompensation. Là, l'élastique commence sérieusement à s'effilocher. Les premiers vrais symptômes apparaissent. Oui. Physiologiquement, le système nerveux n'arrive plus du tout à redescendre. Ça se traduit par des insomnies sévères, une irritabilité constante, même des pertes de mémoire à court terme. On oublie ses mots, on cherche ses clés. C'est ça. Et enfin, le 3e stade, c'est l'épuisement total. Le burn-out. Le point de rupture. Le système immunitaire s'effondre carrément et le corps dit stop de manière violente. Il coupe le courant. Il y a d'ailleurs cette histoire assez glaçante partagée dans l'ouvrage, celle de Bruno. Ah oui, l'exemple de Bruno est frappant. C'est un directeur financier brillant, un ancien de Polytechnique, le profil parfait, quoi, la trajectoire sans faute. Et pourtant, à cause de cette fameuse charge allostatique, accumulée silencieusement sur des années sans véritable récupération, il s'est mis à développer des attaques de panique incontrôlables. Sans aucun signe avant-coureur évident pour son entourage. Exactement. Au point d'être terrifié à l'idée de s'évanouir en pleine réunion de direction. L'histoire de Bruno, elle est fondamentale car elle prouve une chose essentielle. La volonté pure ne fait pas le poids face à la biologie. On ne peut pas juste se dire « je vais être fort ». Impossible. Ces attaques de panique n'étaient pas une faiblesse de caractère. C'était son amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, qui prenait le contrôle total, tout simplement parce que son cortex préfrontal était trop épuisé pour réguler quoi que ce soit. C'est fascinant et effrayant à la fois. Oui.
Et pour éviter d'en arriver à ce point de rupture, Mathieu Poirot a modélisé un outil très puissant, c'est la matrice de récupération globale. Ah oui, j'adore ce concept. Elle est géniale, elle croise deux dimensions non négociables. D'un côté, le repos physique, et de l'autre, le détachement psychologique. C'est ça, et le croisement de ces deux axes crée 4 zones. L'objectif absolu pour tout le monde, c'est la zone bleue, la zone de performance durable. Le Graal. Pour l'atteindre, il faut que le corps soit au repos et que l'esprit soit totalement détaché du travail. L'auteur cite l'exemple de Marie, une directrice marketing. Oui, sa routine du vendredi est parfaite. C'est ça. Chaque vendredi soir, elle enferme physiquement son ordinateur dans un tiroir. C'est un vrai rituel. Le week-end, elle fait de la randonnée, elle jardine, elle ne lit absolument rien qui touche à son secteur d'activité. Elle est en pleine zone bleue. Son cerveau comprend qu'il est en sécurité. Mais à l'opposé, il y a la zone rouge. Ça, c'est le danger absolu. C'est la zone où on continue de s'activer physiquement tout en ruminant mentalement ses dossiers. C'est la tempête parfaite pour le système nerveux autonome. Il reste bloqué sur le mode survie, sans aucune échappatoire. Mais attendez, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a un piège énorme ici, dont parle le livre. Et je pense sincèrement que beaucoup de ceux qui nous écoutent tombent dedans. Le faux repos ? Le soir devant une série. En faisant ça, on offre un repos physique évident à notre corps. Mais si pendant qu'on est affalé, notre cerveau rumine sur une remarque acide d'un collègue ou sur le fait qu'on n'a pas fini une présentation pour le lendemain, on n'est pas en zone bleue. Pas du tout. L'auteur classe cela dans le repos sans relâche. Pourquoi le canapé ne suffit-il pas en fait? C'est une question cruciale de neurobiologie. Pour notre cerveau archaïque, il n'y a pas de différence entre une menace physique, réelle, genre un ours qui entre dans la pièce, Ce qui serait fâcheux. très fâcheux, et une menace psychologique abstraite, comme ce fameux courriel non traité ou cette remarque du collègue. Si l'esprit rumine, l'amygdale envoie immédiatement le signal de produire du cortisol. Donc le corps réagit comme si l'ours était là. Exactement. Donc, même si vos muscles sont complètement détendus sur le canapé, votre système nerveux sympathique est activé à fond. Le moteur tourne à vide et surchauffe. L'immobilité physique n'équivaut absolument pas au silence mental. Donc le défi, c'est vraiment de réussir à couper ce moteur mental. Mais j'imagine que la méthode pour y parvenir n'est pas du tout la même pour tout le monde. C'est toute la nuance apportée par l'auteur, et c'est très important de le souligner. Il insiste fortement sur l'individualisation du repos. Ce n'est pas une taille unique. Pas du tout. Prenons un introverti classique. Après une semaine intense de réunions, d'open space, de bruit, son système nerveux est complètement saturé d'interactions. Il a besoin de calme. Son besoin vital, c'est le retrait solitaire, le silence pour recharger ses batteries. Si son entreprise, pensant super bien faire, l'oblige à participer à un team building hyper social tout le week-end, L'enfer sur Terre pour lui. c'est ça, ça va le vider de ses ultimes réserves. À l'inverse, si on prend un profil très extraverti et qu'on le laisse seul dans une retraite silencieuse dans les bois, il pourrait commencer à dépérir et à angoisser. Parce que lui, il se recharge au contact des autres. Exactement. Son système nerveux se régule et se nourrit grâce au lien social. Et cette idée de personnalisation, je trouve qu'elle va encore plus loin avec un concept que je trouve bluffant dans le livre, le paradoxe de l'effort. Ah oui, très contre-intuitif. Bah oui, on vient de dire que le canapé ne suffit pas. Mais le livre explique que parfois, la meilleure façon de récupérer psychologiquement, c'est de fournir un effort physique ou intellectuel intense. C'est ce qu'on appelle le pilier de la maîtrise ou l'état de flow. C'est ça. Se lancer dans l'apprentissage d'une langue complexe, jouer de la batterie à fond, faire de l'escalade sur une paroi difficile. Ce sont des activités qui sont épuisantes physiquement ou cognitivement. Et pourtant, l'auteur nous dit qu'elles rechargent les batteries psychiques bien mieux que l'inactivité totale. Comment c'est possible biologiquement parlant? C'est purement mécanique en fait. Quand on s'engage dans une activité qui demande une concentration absolue, reprenons l'exemple de l'escalade, où la moindre erreur fait chuter, T'es obligé d'être là présent. exactement, on force le cerveau à allouer 100% de ses ressources cognitives à l'instant présent. Il n'y a littéralement plus aucune bande passante disponible pour ruminer le dossier de lundi matin. L'activité intense agit comme un énorme interrupteur d'urgence qui coupe net le circuit de l'anxiété. D'accord, je comprends le mécanisme. Le cerveau ne peut pas penser à la survie sur la paroi et au fichier Excel en même temps. C'est impossible pour lui. Mais le texte nous met aussi en garde. Il y a l'exemple d'Alexandre.
Oui, le marathonien. Voilà, c'est un marathonien qui court avec un acharnement total, soi-disant pour se vider la tête de sa charge mentale au bureau. Sauf qu'en réalité, son hyperactivité sportive masque un épuisement physiologique massif. Il est dans la fuite. C'est ça. Il se blesse à répétition, il ne dort plus, il est coincé dans ce que le livre appelle la zone d'activité sans repos. Alors, concrètement, comment on trace la frontière? C'est une excellente question. Comment savoir pour nous-mêmes si notre séance de sport est une activité de maîtrise qui nous guérit ou bien une fuite en avant qui nous détruit un peu plus chaque jour? Si l'on relie cela à la vision d'ensemble de l'ouvrage, la ligne de démarcation, c'est l'intentionnalité et la présence psychologique. L'intentionnalité, c'est-à-dire? Pratiquer la maîtrise, c'est s'engager dans l'activité pour son plaisir intrinsèque. On court pour la sensation du vent sur son visage, on joue de la musique pour la beauté du son. Dans ce cas, le système nerveux bascule en mode parasympathique. Le mode restauration. Voilà. La fuite en avant d'Alexandre, au contraire, elle est dictée par l'évitement pur. Il court jusqu'à l'épuisement, non pas pour le plaisir de courir, mais pour faire taire l'angoisse, pour s'anesthésier. Ah, la nuance est énorme. Le corps s'use parce que, mentalement, il fut un prédateur imaginaire en permanence. L'alarme biologique continue de sonner à l'intérieur, même pendant qu'il court. Toute cette théorie biologique et psychologique, ça explique tellement de choses sur notre fatigue moderne. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois redescendu dans l'arène du quotidien, comment on inverse la tendance? C'est là qu'il faut agir. Parce que reprogrammer un cerveau habitué à surchauffer depuis 10 ans, franchement, ça paraît colossal. Heureusement, c'est là que l'auteur propose son plan d'action en 90 jours. Et c'est un plan très pragmatique. Oui, et j'aimerais qu'on plonge en détail dans ces micro-routines, car c'est vraiment la clé de voûte de l'ouvrage pour ceux qui nous écoutent. La première étape, c'est un diagnostic très simple, mais très révélateur. Le test des 4 heures du matin. De quoi s'agit-il? C'est un test infaillible. Si on se réveille à 4 heures du matin, L'heure fatidique. oui, parce que c'est l'heure où le corps commence naturellement à sécréter un petit peu de cortisol pour préparer le réveil. Donc, si à ce moment-là, on a les yeux grands ouverts, avec un projet ou un dossier précis en tête qui tourne en boucle, Le fameux petit vélo dans la tête? c'est ça. Eh bien, cela signifie une chose très claire. On en est devenu l'unique propriétaire mental. Le cerveau refuse de se rendormir car il estime qu'il porte tout seul le poids de la survie de ce projet. Et la solution? Ce n'est pas de prendre un somnifère pour assommer le cerveau. C'est de partager cette charge mentale. L'auteur insiste sur le fait de documenter les processus au travail, d'en parler avec l'équipe, de créer des binômes. L'idée, c'est de rassurer le cerveau primitif. Il doit comprendre que si on n'est pas là, la tribu gère la situation et qu'il peut donc dormir en paix. C'est très imagé, j'aime beaucoup. Mais pour la journée de travail en elle-même, quand on sent que la pression monte et qu'on commence à ruminer à son bureau, il y a cette fameuse séquence STOP. Un outil de micro-récupération fantastique. Est-ce que tu peux nous détailler comment ça fonctionne biologiquement, cette séquence STOP? Bien sûr, la séquence STOP, c'est une intervention d'urgence sur le système nerveux autonome. C'est un acronyme. S pour stop. On fige physiquement le mouvement, on arrête de taper sur le clavier. On lâche la souris. Voilà. T pour take a breath. On prend une inspiration profonde par le ventre. Ok. O pour observe. Là, on scanne ce qui se passe dans notre propre corps. Est-ce que j'ai les mâchoires serrées? Quel est mon rythme cardiaque? On sort de sa tête pour revenir dans le corps, en fait. C'est l'objectif. Et enfin, P pour proceed mindfully. On reprend l'action, mais avec conscience. Ce qui se passe biologiquement, surtout à l'étape du souffle profond, c'est qu'on vient stimuler le nerf vague. Le nerf vague, c'est-à-dire? Ce nerf, c'est la pédale de frein du corps. En respirant profondément, on force physiquement le rythme cardiaque à ralentir, ce qui envoie au cerveau le message suivant « Nous ne sommes pas en danger de mort ». On désamorce l'amygdale. Exactement. On bascule de la réaction impulsive de stress à une réponse réfléchie. C'est fascinant de voir qu'on peut littéralement pirater son propre système nerveux avec sa respiration. Et cette notion de rythme, d'alternance, on la retrouve aussi à plus grande échelle dans nos journées, avec ce qu'il appelle les rythmes ultradiens. Oui, un concept très important pour la gestion de l'énergie. Le livre détruit complètement le mythe du salarié capable de rester concentré 8 heures d'affilée devant son écran. C'est une hérésie biologique absolue de croire ça. Le cerveau humain fonctionne selon ce qu'on appelle le cycle de repos-activité de base, qui dure environ 90 minutes. 90 minutes, pas plus. Pas plus. Au-delà d'une heure et demie de concentration intense, les neurones subissent une fatigue synaptique. Les pompes à sodium et potassium dans les cellules cérébrales ont littéralement besoin de se réinitialiser. Et si on force quand même? Si on force au-delà, on cuise dans nos réserves de secours et la fameuse charge allostatique dont on parlait explose.
L'action indispensable préconisée par l'auteur, c'est d'imposer des micro-pauses de 5 à 15 minutes à la fin de chaque cycle de 90 minutes. Se lever, regarder au loin par la fenêtre, boire un verre d'eau. N'importe quoi qui ne sollicite pas l'attention focalisée. Et le livre insiste sur un point fondamental. Il vaut infiniment mieux investir 5 minutes de pause de manière stratégique dans la journée pour refroidir le moteur avant la surchauffe. Plutôt que de s'écrouler le soir. C'est ça, plutôt que de s'écrouler pendant 3 heures le soir quand le mal est déjà fait et que le système est grillé. Mais bon, pour que cette récupération nocturne fonctionne, justement, il faut que la journée de travail se termine vraiment. Le fameux détachement psychologique. Voilà. Et c'est là qu'interviennent les rituels de transition. Qu'est-ce que c'est au juste? Ce sont des frontières physiques et psychologiques qu'on érige consciemment. Notre cerveau archaïque a besoin de signaux extrêmement clairs pour comprendre que la chasse est finie, que le travail est terminé. Il ne le devine pas tout seul. Non, il faut lui montrer. Cela passe par des phrases boucliers pour dire non aux sollicitations de dernière minute, mais aussi par des gestes physiques. Genre éteindre son téléphone pro. Oui, ou fermer délibérément le clapet de son ordinateur portable, ranger son bureau d'une certaine façon, ou même changer de vêtements en rentrant chez soi. Ces rituels conditionnent le cerveau, un peu comme un réflexe de Pavlov. Le geste est fait, la journée est finie. Exactement. Le message, c'est « la chasse est terminée, le mode régénération peut s'activer en toute sécurité ». Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? Parce que là, permettez-moi de mettre les pieds dans le plat. Allez-y. Je me fais un peu l'avocat du diable. Tout cela est extrêmement logique. Comprendre le nerf vague, les cycles de 90 minutes, l'ordinateur qu'on ferme. Mais quand on appartient à une entreprise où la culture est profondément toxique, Oui, le problème systémique. est-ce qu'une simple pause de 5 minutes ou le fait de respirer par le ventre peut vraiment nous protéger face à une semaine de 60 heures imposée par une direction qui exige des réponses au courriel le dimanche? Ne risque-t-on pas de culpabiliser le travailleur en lui disant que s'il est épuisé, c'est parce qu'il ne respire pas bien? C'est une objection tout à fait légitime. Et heureusement, l'ouvrage ne tombe pas du tout dans le piège de la positivité toxique. Ah, ça c'est rassurant. L'auteur adresse directement cette réalité avec le dernier pilier de son modèle, qui est le contrôle. L'idée, ce n'est pas d'utiliser la méditation pour supporter l'insupportable. Surtout pas. Il s'agit de reprendre sa souveraineté territoire par territoire. Mathieu Poirot utilise l'image des douves qu'il faut creuser pour se protéger des crocodiles de l'organisation. Face à un management qui demande tout de suite, il faut imposer le principe de réalité. Le livre parle de la technique des 3 options, c'est bien ça? Oui, c'est un outil très concret d'assertivité. Au lieu de subir passivement 10 urgences contradictoires qui tombent en même temps, on les retourne au système en proposant 3 options d'exécution claires. Avec les délais qui vont avec. Exactement. Avec les conséquences en termes de délai et de ressources pour chacune. En gros, on force le management à faire un choix. Ce n'est pas juste dire non pour dire non. Non, ce n'est pas une rébellion stérile, ni une fuite, c'est de l'assertivité pure. C'est reprendre le contrôle de son périmètre pour y créer des zones sanctuarisées que l'entreprise ne peut plus franchir. On remet la biologie et les limites humaines au centre de la table des négociations. En somme, au fil de cette analyse détaillée, le message qui émerge avec force, c'est que la récupération doit absolument cesser d'être perçue comme une simple récompense accordée aux bons éléments, ou comme une indulgence un peu coupable le week-end. C'est vital. C'est un impératif biologique, au même titre que respirer ou manger. C'est une compétence active, technique, qui demande d'être personnalisée et qui exige une discipline de fer pour protéger nos temps de régénération. Sans cette rigueur, nous accumulons silencieusement cette fameuse charge allostatique. Cette dette toxique. Voilà, cette dette qui finira invariablement par provoquer une faillite globale du système nerveux. L'enjeu qui se dessine ici est immense, car il dépasse largement la simple survie de l'employé au jour le jour. Il s'agit de redéfinir en profondeur notre conception même de la réussite. C'est un vrai changement de paradigme. Créer et défendre sa propre zone bleue, cet espace rare où le repos physique rencontre le silence mental, c'est la seule et unique stratégie viable pour garantir sa longévité, personnelle et professionnelle. Accepter de s'user dans une performance sacrificielle, ce n'est pas une preuve de dévouement, c'est juste une impasse biologique. Et cela nous amène à une pensée finale, une idée particulièrement provocatrice à méditer pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je vous écoute. Quand on y réfléchit bien, dans des cultures d'entreprise qui glorifient l'hyperconnectivité, qui encensent le présentéisme et qui érigent la réactivité instantanée en vertu absolue. Ce qui est la norme un peu partout.
Et si l'acte ultime de rébellion professionnelle n'était pas de travailler plus dur pour tenter de battre le système? Intéressant. Et si, au contraire, la véritable rébellion consistait simplement à fermer son ordinateur à l'heure prévue, en toute sérénité, sans la moindre once de culpabilité? Le rêve. Et si notre capacité à assumer pleinement notre indisponibilité devenait soudainement notre atout de performance le plus redoutable? Finalement, notre ancêtre chasseur-cueilleur avait sûrement déjà tout compris lorsqu'il s'asseyait en silence à l'entrée de la grotte, comprenant d'instinct que le repos immobile d'aujourd'hui était la garantie absolue de la survie de demain. Accordons enfin à ce cerveau vieux de 300 000 ans le répit vital qu'il réclame.